Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Un nouvel outil web pour permettre aux jeunes d'être au fait des projets de l'État. Génération Sénégal, c'est le nom de la plateforme digitale mise en place par la présidence de la République. Elle a été lancée ce matin. Dans la série Quinzaine de la femme, immersion dans l'univers des femmes éleveurs de moutons de race Ladoum, un créneau porteur saisi par la gente féminine qui n'hésite pas aujourd'hui d'investir des secteurs longtemps dévolus aux hommes. Et puis ce drame aux Parcelles Assainies, 5 membres d'une même famille ont péri dans un incendie ce matin. L'État a dépêché une délégation pour apporter soutien et assistance. Des spécialistes en ORL, le Sénégal en compte juste une quarantaine, très peu donc. C'est pourquoi certains spécialistes à la retraite font dans le bénévolat pour assister les malades. C'est le sujet de la rubrique santé de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec le communiqué du Conseil des ministres réunis ce mercredi au Palais de la République. La lecture, c'est avec Omar Diaw. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 10 mai 2017 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État présente les condoléances de la nation à la famille des 5 personnes décédées suite à l'incendie survenu le matin aux Parcelles Assainies et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour apporter l'assistance psychosociale requise ainsi que le soutien nécessaire à la famille éplorée. Revenons sur la célébration du 137e appel de Seydina Limamoulaye. Le président de la République adresse ses chaleureuses félicitations à la communauté laïenne, au khalife général Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et réitère l'engagement du gouvernement à œuvrer sans relâche pour la modernisation des localités et sites religieux de Yoff et Cambérène. Le président de la République remercie également les populations des îles du Saloum pour l'accueil convivial et la grande dignité qu'elles ont manifestée lors de sa visite de condoléances à Bettenty. Il demande au gouvernement de poursuivre l'assistance sanitaire et sociale aux blessés et d'assurer dans les meilleurs délais le recensement ainsi que la prise en charge immédiate des enfants mineurs déclarés pupilles de la nation. Dès lors, le président de la République invite le gouvernement à renforcer la présence des sapeurs-pompiers, le contrôle au niveau des lieux d'embarquement et de débarquement, à veiller au respect des normes de sécurité des pirogues et des voyageurs par l'application stricte de l'obligation du port du gilet de sauvetage dont la campagne nationale de sensibilisation doit être intensifiée. Le chef de l'État invite enfin le gouvernement à engager l'exécution d'un programme de préservation durable des îles et des villes du patrimoine mondial classées par l'UNESCO. Il lui demande dans ce sens d'accroître les investissements publics au niveau des îles, particulièrement des îles du Saloum et de la Basse-Casamance, qui doivent davantage bénéficier, outre de stratégies de désenclavement adaptées, d'infrastructures sanitaires, scolaires, hydrauliques, socio-collectifs et d'une couverture téléphonique appropriée. Rappelant par ailleurs la place primordiale qu'il accorde à l'autonomisation économique des femmes, le chef de l'État adresse ses chaleureuses félicitations à toutes les femmes du Sénégal à l'occasion de la quinzaine nationale de la femme et engage le gouvernement à amplifier les financements des projets des femmes en tenant compte des indicateurs pertinents de développement humain et des critères d'ajustement favorisant les cibles spécifiques. Dans cette perspective, le chef de l'État demande au Premier ministre d'optimiser les impacts socio-économiques des appuis institutionnels et financiers publics accordés aux femmes et de préparer dans les meilleurs délais la validation et la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes. Abordant la question préventive des conflits sociaux et la protection des travailleurs, le président de la République félicite à nouveau l'ensemble des travailleurs du Sénégal et leurs représentants syndicaux pour leur engagement patriotique dans la consolidation de la croissance économique et du progrès social. Ainsi, appréciant les cahiers des doléances reçus des centrales syndicales le 1er mai 2017, le chef de l'État exhorte le gouvernement et les employeurs à veiller en permanence à l'amélioration des conditions de travail et du pouvoir d'achat des travailleurs, de même qu'à leur épanouissement social. À ce titre, le président de la République rappelle au gouvernement la nécessité d'entreprendre avec les partenaires sociaux, dans le cadre d'un dialogue social renforcé, l'accélération de la généralisation de la retraite à 60 ans, l'actualisation et la modernisation de la convention collective interprofessionnelle
ainsi que la signature de nouvelles conventions dans certaines branches d'activité professionnelles, telles que la sécurité privée, les transports aériens, l'enseignement privé, la communication et les médias, l'agriculture et la boulangerie. Rappelons l'importance primordiale qu'il accorde à la consolidation de la gouvernance des institutions de prévoyance sociale. Le chef de l'État demande au gouvernement de finaliser dans les meilleurs délais le plan d'action consensuel de mise en œuvre des recommandations de la deuxième conférence sociale portant sur la modernisation des régimes de retraite et d'engager la mise en œuvre pragmatique d'un plan de rationalisation des systèmes de rémunération des agents des secteurs publics et parapublics avec une priorité, la rémunération axée sur la performance. Par ailleurs, le président de la République demande au Premier ministre d'assurer, en relation avec les syndicats et le patronat, le suivi régulier du paiement des droits des travailleurs des entreprises liquidées ou en liquidation, de même que la situation des entreprises en difficulté. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informant le Conseil de sa participation les 3 et 4 mai 2017 à Durban au Forum économique mondial sur l'Afrique et de la visite de travail au Sénégal les 16 et 17 mai de son homologue du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Dans sa communication, le Premier ministre a rendu compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale en mettant l'accent sur les conseils interministériels consacrés au retour des pêcheurs de la Mauritanie et à la sécurité alimentaire dans le pays. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur l'inauguration de l'unité de soins ambulatoires aux enfants et adolescents drépanocytaires du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer de Dakar, financé par la Principauté de Monaco, et la célébration de la journée africaine de la drépanocytose. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de commercialisation arachidière 2016-2017. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a fait le point des statistiques du travail de 2016. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point sur l'état d'avancement des projets du PSE. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant les articles 5, 6, 7 et 9, ainsi que d'ailleurs les articles 13 de la loi numéro 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l'organisation judiciaire. Le projet de loi organique modifiant les articles 75 et 77 de la loi organique numéro 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats. Le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel. Le projet de décret portant application de la loi 2017-07 du 6 janvier 2017 portant dispositif d'incitation applicable dans les zones économiques spéciales. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Abdourahmane Sow, ancien ministre, est nommé président du conseil d'administration de l'Office des lacs et cours d'eau OLAC. Et enfin, M. Amadou Bokoum est nommé directeur général de l'Office des lacs et cours d'eau OLAC. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Voilà, merci Chavou. Oumar Diaw. Je le disais en titre, drame aux Parcelles Assainies ce matin. Un incendie a fait 5 morts, tous de la même famille. Un adolescent de 17 ans et ses 4 sœurs. Vague d'indignation des populations et élan de solidarité de la part des autorités. Fatimata Banelba. Parcelles Assainies, unité 17. Le quartier s'est réveillé dans la stupeur et la tristesse. Une fratrie de 5 enfants est morte par asphyxie dans un incident tragique. Sur les visages, il n'y a que de la souffrance. L'état des lieux renseigne sur la promiscuité dans laquelle vivaient les victimes. L'origine du drame reste encore floue, mais des témoins racontent. C'est une personne déséquilibrée qui a provoqué l'incendie. Tout est parti de la bougie qu'il avait allumée dans sa chambre. Les enfants sont morts asphyxiés. Les gens spéculent sur la cause de l'incendie, mais ils n'en savent rien.
Un élan de solidarité a été noté un peu partout. Beaucoup d'autorités politiques ont tenu à témoigner leur compassion. On est venu au nom du chef de l'État qui nous a extrait du Conseil des ministres pour venir le représenter au nom de la nation. Aujourd'hui, nous sommes là sans le père ni la mère des enfants décédés. Donc je demanderai à ce qu'on nous permette de retourner rendre compte à son Excellence le Président de la République avec l'enveloppe qu'il nous avait remise pour qu'on crée les conditions que toute cette famille se retrouve. Notre présence, c'est d'abord de nous enquérir de la situation, de nous associer aux élans de solidarité et de compassion face aux pertes que cette famille a subies. Le père des victimes étant en prison présentement, les populations plaident pour sa liberté provisoire à défaut d'une relaxe. Leur père est actuellement en prison. La famille demande sa libération provisoire pour qu'il puisse assister à l'enterrement de ses enfants. Les populations alertent aussi sur les bars implantés un peu partout dans les quartiers. Nous demandons le président de la République. Nous réclamons auprès des autorités la fermeture des bars situés à proximité des écoles et des mosquées. Ils constituent une mauvaise influence pour nos enfants. En attendant, les Parcelles Assainies vivent dans la douleur de cette perte cruelle. Les membres de la famille n'ont pour le moment pas voulu se prononcer sur les circonstances du drame. Génération Sénégal, c'est le nom de la nouvelle plateforme digitale de la présidence de la République. Ce nouvel outil web est dévolu aux jeunes. Par des publications didactiques, ils pourront être informés et sensibilisés sur les projets de l'État. La plateforme Génération Sénégal a été lancée ce matin. Seydina Alioune Djigo nous en dit plus. Génération Sénégal ou comment rapprocher davantage la présidence de la République des jeunes. La nouvelle plateforme web répond à une exigence d'information et de transparence. Que la présidence ne soit pas un sanctuaire, c'est-à-dire une sorte de citadelle imprenable, mais que ce soit une maison de verre, parce que la présidence, c'est d'abord pour les citoyens, en particulier pour les jeunes, qui, le président a l'habitude de le dire, ne sont pas l'avenir du pays, mais sont le présent du pays. Et leur présence se conjugue à l'ère numérique. À leur disposition, il est mis un outil alliant approche ludique et informative, des quiz, des vidéos entre autres, pour les sensibiliser sur les enjeux de l'heure, les mettre au fait des projets de l'État. Ce que nous voulons faire à travers cette plateforme Génération Sénégal, c'est pas simplement des productions de la présidence de la République. Ce que nous voulons c'est inviter les jeunes eux-mêmes à produire des vidéos, des recommandations, des quiz, à partager par exemple leurs expériences au niveau même de leurs écoles de formation, à partager leur vie quotidienne pour mieux comprendre. Autre innovation de taille, l'espace numérique mobile. C'est un espace qui accompagne le président de la République lors de ses déplacements. C'est un espace qui nous permet de suivre toutes les actualités de la présidence du Sénégal en temps réel et de pouvoir réagir également à temps réel. Comme pour dire que la proximité digitale ne se fait pas sans veille, surtout à l'heure des fake news. Ce projet est sûrement visible sur cette plateforme s'il s'agit des travaux de l'autoroute Ila-Touba qui avancent sur les 3 lots du projet, c'est-à-dire Thiès, Bambey et Diourbel. Les populations tirent profit de l'ouvrage. Plusieurs activités commerciales sont menées sur le site. À cela, il faut ajouter l'emploi local, surtout en faveur des jeunes. Notre reporter Lamine Touré nous fait le point. Les plaisirs d'une vie de jeunesse sont à la fois épanouissement physique et familial. Keur Sarabadian est un village paisible où se dessine un projet d'une grande envergure. L'autoroute Ila-Touba. Ici, ça file vite, autant que la condition sociale des personnes touchées par l'infrastructure. Moussa Fall, de retour chez lui après un tour dans sa commune, rejoint sa toute nouvelle maison construite en 4 mois seulement.
Une partie de mon verger était sur le tracé de l'autoroute. Après indemnisation, j'en ai profité pour construire une nouvelle maison. Un réalisme personnel qui découle principalement du consensus autour de l'indemnisation des personnes impactées par l'autoroute Ila Touba. En moins de 2 ans, ou au maximum 2 ans, nous avons pu quand même libérer la quasi-totalité des emprises du projet. Et c'est ce qui permet aujourd'hui les travaux de Thiès à Mbacké. Sur le tracé, les villages environnants tirent profit, à chacun son commerce. Sofignon prépare du thé pour ses ouvriers. Je vends jusqu'à 5 000 francs par jour. Mariée et mère de plusieurs enfants, elle soutient son mari dans la dépense quotidienne. Il en est ainsi de même pour ses ouvriers trouvés ici à l'heure du repas. Je travaille sur ce chantier. Je règle à travers cet emploi une partie des besoins familiaux. Je gagne aussi en expérience dans le métier de coffreur. On nous paye chaque semaine. J'ai eu pour la semaine passée 20 000 francs pour 4 jours de travail. Et pour celle-ci, j'ai eu 31 720 francs. Aujourd'hui, l'assiette des opportunités offertes par l'autoroute Ila Touba a été perçue partout dans la région de Thiès. Sornambay en est une parfaite illustration. Moi, je viens de Thiès. J'arrive à m'en sortir, même si je ne peux pas faire des économies. Cette route, 2 fois 2 voies, apporte déjà des bienfaits aux populations locales. De l'autre côté, les travaux avancent à grands pas. Le niveau d'avancement qu'on a sur ce site-là à Thiès, c'est le même niveau d'avancement qu'on a sur Bambey et sur Diourbel. Parce que les travaux avancent de façon simultanée. Aujourd'hui, on a réalisé les travaux de terrassement à plus de 60%. Les ouvrages hydrauliques et les passages sont réalisés à près de 80% et les ouvrages d'art sont réalisés à plus de 30%. Donc ça, c'est le niveau d'exécution globale du projet. Le décor social de l'autoroute Ila Touba est ainsi campé. Infrastructure toujours au 3e jour de la mission de la revue à mi-parcours. Les chantiers et les ouvrages économiques d'accompagnement ont été visités. Leur état d'avancement assez satisfaisant rassure les principaux bénéficiaires. Au terme de la mission, de cette mission, les constats ont été tirés. Il en ressort une exécution correcte des différentes composantes du projet Piste communautaire en appui au PNDL. Reportage Tierno Diallo. Sur l'axe Goudiri, Sinthiou Mamadou Boubou, tous les quais des départements de Goudiri, et sur l'axe Mabo-Kachot, Djokoul Melbouk dans le département de Kaffrine, la réalisation de 70 km de pistes rurales sont dans un stade terminal. L'impraticabilité des pistes dans ces localités désormais désenclavées est encore fraîche dans les mémoires. Avant de cette piste, nous pouvons dire que nous ne sentons même pas être sénégalais. Tellement que nous sommes coupés du monde, il n'y avait pas accès aux services sociaux de base. À 70% d'exécution des travaux, la diligence dans le traitement des différentes pistes communautaires va accélérer tous les effets attendus. Pour l'essentiel, à savoir la piste, les 63 km pratiquement ont été approvisionnés et la finition a été faite. Voilà, donc a été faite. Maintenant, il nous reste juste donc de finaliser certains ouvrages. Actuellement, on a fait une 60aine d'ouvrages et il nous reste pratiquement une 15aine d'ouvrages à finaliser. Au terme d'une mission enrichissante en leçons apprises, le tax manager du projet à la Banque africaine de développement se prononce sur les constats de terrain. C'est un projet qui est déjà à un stade très avancé au niveau de décaissement à sa 3e année et demie, ce qui fait une très bonne performance. Les pistes aussi sont très avancées avec un bon nombre de pistes déjà achevées et réceptionnées. Je pense que le projet est sur la bonne voie pour réaliser de très bonnes performances. Cette satisfaction trouve un prolongement du côté du département de la gouvernance locale.
Le bilan que je tire de cette revue, c'est qu'elle est très satisfaisante au vu de l'état d'avancement des travaux et au vu de la qualité de ce que nous avons vu. Ce que nous avons remarqué, c'est que les pistes, certes on a réceptionné certaines pistes, même les pistes qui ne sont pas encore réceptionnées, les gens commencent à sentir l'effet de ces pistes sur le plan économique, parce qu'on a entendu les dires des populations, à savoir la mobilité aujourd'hui entre les différentes communes permet de booster l'économie locale. La trajectoire prise par le PPC PNDL rassure les principaux acteurs territoriaux. Intégrer les techniques de secours dans la formation des ASP, c'est le souhait du directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Il s'est rendu à Thiès et à Saint-Louis où des engagés civiques sont en formation, nous dit Hamidou Diop. Revue des troupes et 1 minute de silence à Bangou. Le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a visité les 380 engagés civiques actuellement en formation. Ici, les volontaires ont appris entre autres modules des techniques de secours d'urgence, une innovation majeure et essentielle pour sauver des vies. L'agence a récemment perdu un ASP dans un accident de la circulation. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le secours avec la brigade des sapeurs-pompiers que vous avez pu constater. On a pu constater vraiment un travail formidable qui est en train de se faire pour le secours, les premiers secours d'un accidenté, comment mettre le garrot. D'ailleurs, même je voudrais souligner que les accidents de la circulation posent beaucoup de problèmes actuellement au Sénégal. Je rappelle les tombeaux ambulants. Il a fallu, même après avoir vu comment sauver une personne, on se pose la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas vraiment obligatoire de demander à tout conducteur d'avoir par devers soi un garrot. Parce que la perte de sang constitue quelque chose vraiment qui aggrave les accidents de la circulation. Parce que avant que les secours n'arrivent, il y a beaucoup de pertes de sang. De Saint-Louis, les autorités de l'agence ont interrompu cette tournée et cap sur Rufisque pour présenter leurs condoléances à la famille de Martar Faye. Cette tournée a démarré par Thiès où actuellement 300 autres engagés civiques sont en formation. Sur place, à l'arrivée de la délégation, défilés, démonstrations et visites des salles de cours qui reçoivent les engagés civiques dans le cadre du projet Un ASP, un métier. Une deuxième promotion, parce que, comme vous le savez, les ASP c'était 2000, c'était largement insuffisant. Donc les demandes venaient de partout, nous en sommes à 19 000 demandes. 19 000 demandes d'ASP. Tout cela montre la pertinence du projet du chef de l'État qui consacre la gouvernance sécuritaire de proximité, c'est-à-dire la sécurité fondée sur la citoyenneté. Aujourd'hui, il était temps vraiment de faire un travail d'observation, une phase pilote, c'est les 10 000. Mais compte tenu de la demande, Monsieur le Président de la République a bien voulu autoriser de recruter 3 000. Comme vous pouvez le constater, ils font un travail remarquable. La nouveauté de cette formation-là, c'est le service militaire. Les ASP ont fait passer 15 jours de formation militaire avec vraiment tous les matériaux qui existent autour de cette formation. Grâce à l'apport de l'armée, de la police, de la gendarmerie et tous les acteurs de la sécurité. Grâce aussi à l'apport de l'inspection d'académie qui va vraiment encadrer la formation théorique avec l'ensemble des acteurs qui tournent autour de la sécurité de proximité et de la compréhension de l'administration et des institutions de la République. Actuellement, 3000 engagés civiques sont en formation dans les régions de Thiès, Saint-Louis, Fatick, Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor. Le Waqf, une forme de solidarité islamique pour améliorer les conditions de vie des populations, mais également lutter contre la pauvreté. Les cadres de l'administration sénégalaise sont formés sur cette notion, nous dit Fanta Badji. Waqf ou Aoukaf est selon le droit musulman un legs public ou privé destiné à des œuvres de bienfaisance ou d'intérêt général. Le concept est vulgarisé ici auprès des cadres et autres gestionnaires intervenant dans le financement du développement pour sa valorisation et son appropriation. On a senti le besoin un peu de pouvoir partager d'abord sur le concept pour qu'ils sachent ce qu'il y a derrière le Waqf, voir les principes,
voir revisiter aussi les expériences qui ont reçues en tout cas au niveau dans des autres pays qui ont expérimenté cet outil. Instrument social, moyen de solidarité et d'entraide, les AOCAF aident sensiblement les pays musulmans à améliorer les conditions de vie des populations. La signature en septembre 2012 avec la bide d'un protocole d'accord pour la réalisation de projets WACF avait pour principale composante le cadre juridique et la mise en œuvre du projet pilote de WACF destiné aux Dara modernes. Et la BID aide justement ces pays à mettre en place des projets WACF pour lutter contre la pauvreté. Familiariser les participants avec les concepts et les fondements de la gestion des AOCAF, de l'importance de ces instruments dans la lutte contre la pauvreté et dans l'accélération du développement économique. Cet atelier est également important au vu de l'intérêt exprimé par les pays membres de la sous-région ouest africaine pour les AOCAF comme instrument de développement. En 2015, l'État du Sénégal avait adopté la loi portant sur le WACF. Une haute autorité a d'ailleurs été créée et ce programme est justement mis en place pour organiser la solidarité et l'entraide, gérer de façon rationnelle les AOCAF afin de générer des revenus importants qui seront injectés dans les secteurs sociaux pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités. Le marché local sera correctement approvisionné en produits de grande consommation durant le mois béni du Ramadan et aucune possibilité de spéculation ne sera tolérée, selon le directeur du commerce intérieur, Ousmane Mbaye, était l'invité de l'émission Le Point. Voici un extrait de son entretien avec Ousmane Garifaï. Les mesures ont été prises pour que l'offre soit suffisante durant le mois de Ramadan. En général, nous consommons durant le Ramadan autour de 20 000 tonnes. Aujourd'hui, nous avons sécurisé plus de 30 000 tonnes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute à se faire quant à la disponibilité du produit. Pour le riz aussi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous avions quelques difficultés ces derniers mois sur l'huile, mais aujourd'hui, le marché est très bien approvisionné et les prix quand même commencent à subir quand même une tendance inverse par rapport au prix de l'huile qui ces derniers temps avait connu quelques tensions d'un point de vue prix. On n'est pas à l'abri de spéculation, on l'a dit, même si vous dites que les stocks sont suffisants pour la période du Ramadan. Aujourd'hui, quelles sont les mesures que vous préconisez justement pour sécuriser ces stocks et veiller sur les prix? Oui, la première mesure à faire quand vous voulez gérer les prix, c'est d'abord stabiliser l'offre. Parce que quand il y a des distorsions, en tout cas sur l'offre, il y a de fortes chances que vous ne parveniez pas à maîtriser les prix. C'est pour cette raison que nous avons beaucoup travaillé pour que l'offre, en tout cas, soit suffisante, mais soit diversifiée, de sorte qu'avec la concurrence, les prix puissent être stables. Alors, ceci, c'est sans compter aussi, en tout cas, des prix de certains produits qui sont aujourd'hui sous le régime de l'administration. Le gouvernement du Sénégal, plus que jamais décidé à promouvoir le dialogue social pour un espace scolaire apaisé. Le ministre de l'Éducation l'a réitéré lors de l'Assemblée générale du Comité national du dialogue social, secteur éducation. Serigne Mbaye Thiam a présidé la rencontre aux côtés de Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Compte rendu à Mortal Diop. Salle comble pour cette 5e session de l'Assemblée générale du Comité national du dialogue social, secteur éducation et formation. Les organisations syndicales du secteur ont été fortement représentées à côté de la société civile. Nous avons voulu innover pour cette 5e Assemblée générale du comité en intégrant les inspecteurs d'académie et les comités académiques. C'est la première fois. Parce que le dialogue social, c'est au sommet et à l'échelon déconcentré. Nous avons intégré un module sur le dialogue social. C'est un moment de formation sur ce que devrait être le dialogue social, ce que devraient être les comportements des uns et des autres pour l'atteinte des objectifs. Le dialogue social constitue un pilier important pour toute nation qui se veut émergente. L'État du Sénégal, conscient de cette réalité, travaille toujours pour le conforter et le consolider. Le gouvernement tient à ce cadre du dialogue social dans le secteur de l'éducation, qui contribue dans la prévention et dans la gestion des conflits, aux côtés du Haut Conseil du dialogue social, qui est l'organe tripartite patronat, syndicat, gouvernement au niveau national. Le dialogue social est une nouvelle matière et beaucoup de gens ne comprenaient pas, mais par la formation des acteurs, par une promotion soutenue du dialogue social, je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs concernés et même les populations ont pris en compte cette dimension éminemment importante du dialogue social pour justement une paix durable.
À l'issue de cette assemblée générale, un nouveau bureau va être élu. Après 3 ans à la tête de l'organe, Mamadou Diop Castro va passer le témoin à un autre qui sera issu cette fois des rangs de l'administration, comme le stipule le règlement. Nous espérons quand même qu'ils sauront choisir la bonne personne, la bonne personnalité, et que celle-ci aussi mettra ses habits de quelqu'un qui vient pour, disons, pacifier l'espace et surtout anticiper. Parce que le dialogue social, c'est l'anticipation. Ce sera quelqu'un qui sera détaché des tâches quotidiennes, de l'administration quotidienne et qui a la légitimité, le parcours, l'expérience professionnelle qui permet de mettre tous les acteurs autour d'une table pour un dialogue social de confiance, un dialogue social efficace. La rencontre a été également l'occasion pour le comité de présenter le guide du dialogue social qu'il a élaboré. Ce fut également le moment pour ce comité de recevoir des cadeaux des mains des partenaires. Nous restons dans le secteur de l'éducation pour parler du démarrage ce mercredi de l'essai départemental à Dakar. L'objectif, c'est de préparer les élèves de CM2 à l'examen du certificat de fin d'études élémentaires prévu au mois de juin. Le CFE blanc va se dérouler sur 3 jours dans les mêmes conditions qu'à l'examen. Koumba Diakhatemar a fait le tour de quelques écoles. Voici son reportage. 10 heures passées aux écoles El Hadji Ibrahima Diop et Sakura Badiane de Colobane. L'ambiance est la même. L'heure est à la grande concentration pour ces potaches en plein dans l'essai départemental. L'épreuve de langue et communication est au menu ce matin. Le titre portait sur le beau métier de l'agriculture. C'était facile. Même. On nous a donné des questions pour répondre. Moi, j'ai pu répondre toutes les questions. Les élèves sont venus à l'heure, donc on a commencé à 8 heures. On a commencé par langue, communication, ressources. Et actuellement, on est à langue, communication, compétences. Le CFE blanc, un test grandeur nature, élèves et enseignants sont mis dans les conditions de l'examen. Les élèves, n'est-ce pas, sont dans les centres où ils doivent, n'est-ce pas, composer, et aussi l'équipe pédagogique qui est là et qui doit les encadrer, les surveillants ainsi que les chefs de centre. Donc les épreuves sont confectionnées par l'IEF et, n'est-ce pas, les élèves doivent composer comme à l'examen. Ce CFE blanc, c'est un examen très important parce que ça nous permettra de faire une remédiation pour préparer le CFE national. Quelques difficultés subsistent. Il s'agit des élèves qui ne disposent pas encore d'extrait de naissance. On travaille avec un logiciel qui demande donc un extrait et donc ces enfants n'ont pas d'extrait. Mais pour ne pas frustrer les enfants, on leur a demandé donc de composer, mais on a signifié aux parents quand même de tout faire pour avoir l'extrait avant donc l'examen du mois de juin. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires aura lieu les 20 et 21 juin prochains. En attendant, le CFE blanc se poursuit jusqu'à vendredi. La correction des copies, elle, a déjà démarré. Bon courage donc à ces élèves. À présent, les échos de la caravane de la quinzaine de la femme. Elle s'est arrêtée dans la région de Thiès. L'étape a été marquée par des visites de terrain et des rencontres avec des groupements de femmes et autres organisations de femmes qui s'activent dans la transformation des fruits et légumes. Des moments de plaidoyer et d'échange sur les différentes politiques publiques en matière de promotion des femmes. Le récit de Pape Bounatiao. Thiès, ben dëkk ñaari gaar traduisait la cité du rail, zone de prédilection des femmes transformatrices grâce à l'abondance des fruits et légumes, des champs à perte de vue visités par la caravane de la quinzaine de la femme, avec à sa tête Maria Massar, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Forte mobilisation pour partager avec leur père victime des fistules obstétricales, elles ont bénéficié de l'appui et de réconfort en ces moments de communion avec les femmes. La participation des femmes dans la vie économique n'est plus à démontrer. Dans la région de Thiès, comme en témoigne leur forte implication dans les chaînes de valeur. Vous conviendrez avec moi que les femmes du Cayor ont été toujours les modèles dans les secteurs clés de l'économie nationale, à savoir la pêche et l'agriculture. Leur dynamisme dans les domaines de l'horticulture, du maraîchage,
et de la transformation de produits halieutiques en est la parfaite illustration. Cet engagement des femmes de la région de Thiès dans le développement augure de belles perspectives en matière d'autonomisation économique. Mesdames, Messieurs, conformément à la volonté de son Excellence, le chef de l'État, M. Macky Sall, d'offrir aux femmes un cadre adéquat d'apprentissage et de renforcement de leurs capacités, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a consenti des investissements structurants dans la région de Thiès au bénéfice des femmes. La caravane ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Des Yayou Dara, des Badjanougor qui s'investissent quotidiennement dans la prise en charge des Dara au niveau local ont été surprises de recevoir la délégation avec qui les échanges ont porté sur les grands projets de modernisation des Dara. D'autres unités de transformation de fruits et légumes ont aussi attiré l'attention du ministre. Ces réalisations contribuent largement à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, d'une part, et d'autre part à l'atteinte de l'objectif 5 du développement durable consacré à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. À la cérémonie officielle, le ton est donné avec un espace spécialement dédié à l'exposition des réalisations des femmes, puis place au discours. L'accès à la terre, les unités modernes de transformation, les financements, autant de préoccupations sur lesquelles les femmes sont revenues. Le ministre Maria Massar les a rassurés en réaffirmant l'engagement de l'État à travers la mise en œuvre de l'axe 3 du PSE à mieux outiller les femmes. Dans la série qui accompagne la quinzaine de la femme, ce soir, on s'intéresse à l'élevage de moutons de race. C'est un secteur longtemps considéré comme la chasse gardée des hommes, mais aujourd'hui, on y rencontre des championnes. C'est pour ainsi parler des femmes éleveurs de moutons de race ou ladoum, un secteur qui rapporte beaucoup, mais qui demande d'énormes sacrifices et d'investissements. Immersion dans le monde des femmes éleveurs de ladoum, c'est un reportage de Ibrahim Ndonga. Elle a blanchi sous le harnais. À 60 ans, Fatoumata Doumbouya tient un nom et une réputation dans l'élevage des moutons de race. J'ai commencé à l'âge de 18 ans à élever des moutons ordinaires, mais c'est au début des années 2000 que je me suis lancée dans l'élevage des ladoum. Comme elle, d'autres femmes ont aussi investi le secteur. C'est le cas de Maguette Guissé, de Awambaï ou de Fatou Abdallah. Elles ont en commun l'amour du mouton. Je trouve que c'est formidable. Ça fait maintenant 10 ans de cela. C'est un ami de mon mari qui m'a demandé de chercher des ladoum, plus que la race ordinaire là. Me coûte cher alors que ça ne rapporte pratiquement rien. Avec une opération de tabaski que je me suis lancée dans les moutons avant de commencer les ladoum en 2008. Donc tout au début c'était une passion. Elles sont en mesure de bien gérer les bêtes, de bien s'en occuper. Si l'on sait que ces bêtes-là ont besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse et beaucoup d'une très bonne gestion, quoi. Ces trois dames sont membres de l'Alliance pour le développement et l'amélioration des moutons de race, une association au sein de laquelle elles sont citées en exemple. Absolument, elles sont des modèles dans l'élevage dans la mesure où elles sont quand même au sommet. Elles sont au sommet de notre filière. Aujourd'hui, si on devait classer les meilleurs éleveurs ladoum, elles figureraient parmi les 20 premiers ou bien les 10 premiers. Donc ça veut dire que c'est des modèles. Machallah, Fatoumata carrément. À l'image de Fatoumata Doumbouya, les autres femmes aussi sont des modèles. Je ferai de mon mieux pour être comme elles. L'élevage de ces ovins requiert beaucoup de sacrifices et d'investissements. Dans certains enclos, on trouve des boîtes à pharmacie. Se préoccuper de la santé des moutons donne sens à leur activité. On pense soin des moutons, tout simplement parce que moi-même, je ne peux pas regarder mon mouton en train de souffrir, si c'est soit le rhume ou s'il a autre chose. Aussitôt, j'appelle le médecin, on lui fait les soins qu'il faut. Si on tire profit de quelque chose, on doit aussi être en mesure de l'entretenir. Et ces moutons nous rapportent beaucoup.
Même un agneau peut coûter jusqu'à 100 millions ou plus. Autre point important dans l'élevage des moutons de race, l'aspect sécuritaire. On a des chiens de garde. Dans la maison, on a aussi, on a mis pas mal en logistique pour un peu sécuriser la maison, mais aussi on a un gardien, un veilleur de nuit. De plus en plus se découvrent au Sénégal des champions dans les secteurs productifs. C'est le cas de ces éleveuses de moutons de race. Elles tiennent véritablement à marquer leur territoire dans ce qu'elles font et ne veulent surtout pas que l'enclos reste uniquement la propriété des hommes. Voilà les femmes qui saisissent maintenant toutes les opportunités d'affaires pour bien gagner leur vie. Place à présent à la rubrique santé. Les maladies du nez, de la gorge, des oreilles et du cou relèvent de l'ORL. Il faut un doctorat en médecine et 4 années supplémentaires pour devenir spécialiste. On en compte au Sénégal qu'une quarantaine, dont le professeur El Hadj Malick Diop. Bien qu'à la retraite, il ne s'est pas mis en retraite de la pratique médico-chirurgicale. Il met gracieusement son expertise à la disposition des malades à travers le Sénégal. C'est l'objet de la rubrique santé de ce mercredi, signé Oumar Diaw. À plus de 65 ans, professeur El Hadj Malick Diop n'a pas ôté pour autant sa blouse avec la limite d'âge universitaire qui est juste pour lui un repère d'état civil. Il parcourt le Sénégal des profondeurs avec sa science intacte et son expertise en ORL. L'ORL, c'est l'otorhinolaryngologie, c'est la spécialité qui prend en charge les maladies des oreilles, du nez et de la gorge et du cou. Cette mission à l'hôpital régional de Ziguinchor n'est pas la première. Il est vrai que la Casamance est une région captivante, même s'il est loin le temps où l'homme a été mis en contact avec ces terres du Sud. Je venais à Ziguinchor en qualité de stagiaire quand j'étais étudiant en médecine. Et même quand je suis devenu interne des hôpitaux, j'ai fait un stage de 6 mois. L'étudiant a grandi et a blanchi sous le harnais qui a eu raison de la chevelure. Il est passé maître dans sa spécialité. Au programme de l'équipe qu'il dirige, consultation et intervention chirurgicale au quotidien. 5 à 6 malades par jour et nous voyons en consultation entre 30 et 40 malades. Les pathologies ORL sont nombreuses. Le vieux médecin, pas déconnecté des technologies de l'information, a immortalisé sur son smartphone quelques cas. Les interventions sur la thyroïde, souvent touchée par des tumeurs, sont les plus fréquentes. En faisant des thyroïdectomies, nous avons aussi eu à prendre en charge des enfants porteurs de malformations congénitales qu'on appelle les fentes labiales ou fentes labiopalatines. De telles missions sont toujours fortement attendues par les populations. Cette dame en a fait profiter à son enfant. Très bonne initiative. Nous sommes venus à 5 h du matin pour être là. Nous venons du Cap et nous sommes restés ici jusqu'à l'heure là pour être traités. Professeur Malick Diop, en fréquentant encore les blocs de chirurgie, partage avec ses jeunes collègues ses compétences qu'il aurait pu monnayer. Je ne suis pas payé pour ce que je fais, mais je sais que ce sont des tarifs sociaux pour lesquels l'administration de l'hôpital fait preuve d'une grande compréhension, car l'objectif c'est de fixer les malades dans leur terroir, c'est-à-dire leur apporter des soins de qualité sans qu'ils aient besoin de se rendre à Dakar. Cette générosité est certainement la plus belle traduction d'un ressenti constant du serment d'Hippocrate qu'il a prêté il y a plus de 40 ans. S'arrêter, il n'y pense pas encore. Nous venons 1 ou 2 fois par année, mais nous sommes en train de réfléchir aux possibilités de multiplier ces missions. Professeur Malick Diop s'inscrit dans la logique d'exercer son art médical et chirurgical aussi longtemps que ses doigts pourront tenir le bistouri, que guide un regard humaniste dans un désintérêt matériel admirable. Voilà pour la rubrique santé qui revient mercredi prochain. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal a effectué une visite de chantier ce mardi à Thiès, une visite de site pour évaluer les besoins en matière d'accès en eau potable, une occasion également pour le directeur général de la SONES de prendre des mesures immédiates pour soulager les populations qui n'ont pas accès à l'eau. Thierno Diallo. La cité Montmarlo, voici la cité Niakh ou encore Silma sont des localités non branchées au réseau d'adduction d'eau potable dans la commune de Thiès. Cette situation complique l'accès des populations aux liquides précieux. Les hommes se plaignent de devoir mettre la main à la poche pour satisfaire la demande concernant l'eau potable. Nous, en tout cas, au niveau de Thiès,
nous ne cesserons de remercier le président de la République parce qu'on a vu que depuis 2012, il ne cesse de travailler à ce que les populations thiessoises puissent quand même accéder à l'eau. Le directeur général de la SONES, en visite à la cité Montmarlo, îlot ceinturé par Sampaté et Médinaval, a répondu favorablement aux différentes doléances. Ces solutions tournent autour de l'implantation de quelques bornes fontaines déjà pour les quartiers qui sont complètement dépourvus de réseau d'eau. Il s'agit des cas de Montmarlo, de Ouazilla principalement et dans une moindre mesure de Selmac. Ces points d'eau sont une solution provisoire en attendant la mise en œuvre du programme d'extension du réseau qui va rendre possible les branchements domiciliaires. La SONES a confié la réalisation de ces ouvrages à Thiès, à la Sénégalaise des eaux. Et nous avons d'ores et déjà, comme l'a dit le DG, retenu de réaliser presque 4 bornes fontaines et quelques centaines de mètres d'extension d'eau dans ces quartiers-là. Donc c'est un engagement qui a été pris. Les premiers délais c'est 15 jours et les délais les plus longs c'est 2 mois. À la cité Balabé, la SONES a entamé la construction de nouveaux forages et de son équipement d'un montant global de 500 millions pour remplacer l'ancien forage privé du chemin de fer. Cette cité est privée d'eau depuis quasiment 1 an et demi et alimentée à partir de camions citernes. Et sur l'instruction de M. le Président de la République, cette cité aujourd'hui est en train de bénéficier d'un forage. Depuis le 3 mai, les équipes sont là à pied d'œuvre, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour que ce forage soit mis en service dans les meilleurs délais. Au total, l'État du Sénégal a consacré depuis quelques années 7 milliards de francs CFA à l'amélioration du système d'alimentation en eau potable de la ville de Thiès. La 12e édition des Journées culturelles Serigne Bara Mbacké a vécu. Pendant 3 jours, l'œuvre du Saint-Homme a été revisitée. L'État a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Notre reporter Habib Boumba était également de la partie. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. Les saintes paroles de Dieu pour donner le signal d'une journée culturelle et religieuse dédiée à Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, une 2e édition dont le parrain est Serigne Mourtada Mbacké. Une manière pour le comité d'organisation de revisiter l'œuvre de ces éminentes personnalités qui ont toute leur vie durant combattu pour la bonne cause, propagé la bonne parole et les bons actes qui ont renforcé l'image de l'islam. Pour Serigne Bara, bien qu'ayant vécu que 45 ans sur terre, il a laissé un immense héritage bibliographique qui démontre sa vaste culture islamique. Parmi ses ouvrages, Mounawirul Bunyan, l'illumination des édifices, ou encore Safinatul Abrar, la nef ou le navire des vertueux, entre autres, comme pour dire que son exemple est une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Des qualités que les autorités religieuses comme Cheikh Bara Matiley, Serigne Abdou Samad Mbacké Chouaïbou ont revisité à côté de celle du représentant du parrain, Serigne Mourtada Mbacké. Pour ce dernier, les relations de Serigne Mourtada avec Serigne Bara étaient fortement empreintes d'amour réciproque, respect et considération. Le représentant de Serigne Mamor Mourtada l'a rappelé tout en se réjouissant du choix fait sur ce fils de Serigne Touba, dont les actions sur l'international ont fini de convaincre sur sa ferme détermination à servir l'islam. Représentant le chef de l'État, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a d'abord magnifié les relations étroites que le chef de l'État, Macky Sall, entretient avec l'initiateur de cette manifestation, en l'occurrence Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba. La forte délégation que le ministre a conduite le confirme. Aly Ngouille Ndiaye de rappeler la dimension spirituelle de Serigne Bara et l'importance de son action dans le renforcement du legs islamique jalousement incarné par l'actuel khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Rendez-vous est ainsi donné l'année prochaine pour une autre édition qui mettra en valeur l'œuvre incommensurable de Serigne Bara Mbacké. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ.
À présent, les échos du Festival international de films documentaires à Agadir au Maroc. Les musiciens du vendredi du réalisateur sénégalais Mamadou Khoumegui fait partie des 6 projets sélectionnés pour participer à l'atelier Produire au sud d'Agadir Sahara. Envoyé spéciaux Jérôme Gomissé, Dienabadia. Les musiciens du vendredi du réalisateur Mamadou Khoumegui, représentés par son producteur. Mamadou Khoumegui raconte son quartier, Guinaw Rail, qui est en prise à des changements assez radicaux et qui va déstructurer totalement la vie des gens, le passage d'une autoroute, les situations de débrouille dans cette population, les intelligences que les gens développent pour survivre, les échanges entre les populations, en fait une vision très poétique, très politique aussi de ce lieu de vie-là. C'est le seul projet sénégalais présent à l'atelier Produire au Sud, une initiative inédite au Maroc pilotée par le Festival des 3 continents de Nantes. C'est d'abord la possibilité de se rencontrer, partant de cette observation avec le directeur du festival ici, Hicham Falla du FIDADOC, avec qui on fait ce partenariat, que les jeunes professionnels de la grande région Afrique subsaharienne, Maghreb, n'avaient pas tant d'opportunités que ça, d'occasions formelles pour se rencontrer, travailler ensemble, éventuellement voir comment ils pourraient établir des formes de coproduction ensemble autour de leurs projets, pour essayer d'échanger, de voir comment est-ce qu'ils pourraient monter des projets tous ensemble. Les porteurs des 6 projets sélectionnés rencontrent tour à tour les professionnels internationaux. Le défenseur du projet, les musiciens du vendredi, Mamadou Selou Diallo, apprécie cette nouvelle démarche. Ça se passe très bien, on rencontre des experts qui donnent un regard professionnel sur le dossier et nous permettent comme ça d'avancer dans les stratégies de financement et d'écriture, voilà. La ruche documentaire du FIDADOC, un autre espace qui accueille apprentis cinéastes, lauréats et étudiants des établissements de formation au cinéma et à l'audiovisuel. Ces derniers ont l'opportunité de présenter leurs projets devant des professionnels chevronnés du monde entier. C'est un espace très intéressant qui nous offre la possibilité, nous jeunes porteurs de projets, de venir et d'essayer de convaincre bien évidemment des producteurs qui pourront nous soutenir et nous accompagner pour aboutir dans nos projets qui quand même, il faut le signaler, c'est pas très évident de faire un film en tant que jeune africain et aussi en tant que jeune cinéaste débutant. J'ai fait des études en cinéma, j'ai déjà fait un court-métrage documentaire, mais voilà, il y a une certaine profondeur des choses que je suis venu chercher ici. La ruche documentaire et Produire au Sud sont 2 activités destinées à renforcer les capacités des cinéastes africains et maghrébiens et à les accompagner dans le développement et la concrétisation de leurs projets. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit en France, aux États-Unis et en Thaïlande. Mais commençons par la Côte d'Ivoire où les autorités ont saisi une grande quantité d'ivoire et de peau de panthère. Le récit de Anaïs Nyanyamane. En Côte d'Ivoire, les autorités ont saisi près de 60 kg d'ivoire et 7 peaux de panthère. C'est lors d'une interpellation de 2 individus qui ont déclaré vouloir vendre ces produits en Asie. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, l'éléphant et la panthère sont les symboles du pays et ils font partie des espèces protégées par l'État. En France, le Conseil constitutionnel a proclamé officiellement Emmanuel Macron président de la République. Il prendra ses fonctions au plus tard le 14 mai 2017. Emmanuel Macron a eu 66,10% des voix contre 33,90% à sa concurrente Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle dimanche. Le président des États-Unis a limogé le directeur du FBI. Selon Donald Trump, James Comey ne faisait pas du bon travail. Par ailleurs, l'opposition s'est déclarée outrée par ce limogeage. Et enfin, l'armée thaïlandaise dit être à la recherche de 4 suspects après que plus de 60 personnes, dont des enfants, ont été blessées. C'est lors d'une explosion de voitures piégées devant un supermarché dans le sud du pays. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RTS1.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Un nouvel outil web pour permettre aux jeunes d'être au fait des projets de l'État. Génération Sénégal, c'est le nom de la plateforme digitale mise en place par la présidence de la République. Elle a été lancée ce matin. Dans la série Quinzaine de la femme, immersion dans l'univers des femmes éleveurs de moutons de race Ladoum, un créneau porteur saisi par la gente féminine qui n'hésite pas aujourd'hui d'investir des secteurs longtemps dévolus aux hommes. Et puis ce drame aux Parcelles Assainies, 5 membres d'une même famille ont péri dans un incendie ce matin. L'État a dépêché une délégation pour apporter soutien et assistance. Des spécialistes en ORL, le Sénégal en compte juste une quarantaine, très peu donc. C'est pourquoi certains spécialistes à la retraite font dans le bénévolat pour assister les malades. C'est le sujet de la rubrique santé de ce mercredi. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec le communiqué du Conseil des ministres réunis ce mercredi au Palais de la République. La lecture, c'est avec Omar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 10 mai 2017 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État présente les condoléances de la nation à la famille des 5 personnes décédées suite à l'incendie survenu le matin aux Parcelles Assainies et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour apporter l'assistance psychosociale requise ainsi que le soutien nécessaire à la famille éplorée. Revenons sur la célébration du 137e appel de Seydina Limamoulaye. Le président de la République adresse ses chaleureuses félicitations à la communauté laïenne, au khalife général Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et réitère l'engagement du gouvernement à œuvrer sans relâche pour la modernisation des localités et sites religieux de Yoff et Cambérène. Le président de la République remercie également les populations des îles du Saloum pour l'accueil convivial et la grande dignité qu'elles ont manifestée lors de sa visite de condoléances à Betenti. Il demande au gouvernement de poursuivre l'assistance sanitaire et sociale aux blessés et d'assurer dans les meilleurs délais le recensement ainsi que la prise en charge immédiate des enfants mineurs déclarés pupilles de la nation. En attendant, les Parcelles Assainies vivent dans la douleur de cette perte cruelle. Les membres de la famille n'ont pour le moment pas voulu se prononcer sur les circonstances du drame. Génération Sénégal, c'est le nom de la nouvelle plateforme digitale de la présidence de la République. Ce nouvel outil web est dévolu aux jeunes. Par des publications didactiques, ils pourront être informés et sensibilisés sur les projets de l'État. La plateforme Génération Sénégal a été lancée ce matin. Seydina Alioune Djigo nous en dit plus. Génération Sénégal ou comment rapprocher davantage la présidence de la République des jeunes. La nouvelle plateforme web répond à une exigence d'information et de transparence. Que la présidence ne soit pas un sanctuaire, c'est-à-dire une sorte de citadelle imprenable, mais que ce soit une maison de verre, parce que la présidence, c'est d'abord pour les citoyens, en particulier pour les jeunes, qui, le président a l'habitude de le dire, ne sont pas l'avenir du pays, mais sont le présent du pays. Et leur présence se conjugue à l'ère numérique. À leur disposition, il est mis un outil alliant approche ludique et informative, des quiz, des vidéos entre autres, pour les sensibiliser sur les enjeux de l'heure, les mettre au fait des projets de l'État. Ce que nous voulons faire à travers cette plateforme Génération Sénégal, ce n'est pas simplement des productions de la présidence de la République. Ce que nous voulons c'est inviter les jeunes eux-mêmes à produire des vidéos, des recommandations, des quiz, à partager par exemple leurs expériences au niveau même de leurs écoles de formation, à partager leur vie quotidienne pour mieux comprendre. Autre innovation de taille, l'espace numérique mobile. C'est un espace qui accompagne le président de la République lors de ses déplacements. C'est un espace qui nous permet de suivre toutes les actualités de la présidence du Sénégal en temps réel et de pouvoir réagir également à temps réel. Comme pour dire que la proximité digitale ne se fait pas sans veille, surtout à l'heure des fake news.
Ce projet est sûrement visible sur cette plateforme s'il s'agit des travaux de l'autoroute Ila-Touba qui avance sur les 3 lots du projet, c'est-à-dire Thiès, Bambey et Diourbel. Les populations tirent profit de l'ouvrage. Plusieurs activités commerciales sont menées sur le site. À cela, il faut ajouter l'emploi local, surtout en faveur des jeunes. Notre reporter Lamine Touré nous fait le point. Les plaisirs d'une vie de jeunesse sont à la fois épanouissement physique et familial. Kër Sarabadiane est un village paisible où se dessine un pragmatique d'un plan de rationalisation des systèmes de rémunération des agents des secteurs publics et parapublics avec une priorité, la rémunération axée sur la performance. Par ailleurs, le président de la République demande au Premier ministre d'assurer, en relation avec les syndicats et le patronat, le suivi régulier du paiement des droits des travailleurs des entreprises liquidées ou en liquidation, de même que la situation des entreprises en difficulté. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informant le Conseil de sa participation les 3 et 4 mai 2017 à Durban au Forum économique mondial sur l'Afrique et de la visite de travail au Sénégal les 16 et 17 mai de son homologue du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Dans sa communication, le Premier ministre a rendu compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale en mettant l'accent sur les conseils interministériels consacrés au retour des pêcheurs de la Mauritanie et à la sécurité alimentaire dans le pays. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur l'inauguration de l'unité de soins ambulatoires aux enfants et adolescents drépanocytaires du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer de Dakar, financé par la Principauté de Monaco, et la célébration de la journée africaine de la drépanocytose. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de commercialisation arachidière 2016-2017. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a fait le point des statistiques du travail de 2016. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point sur l'état d'avancement des projets du PSE. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant les articles 5, 6, 7 et 9, ainsi que d'ailleurs les articles 13 de la loi numéro 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l'organisation judiciaire. Le projet de loi organique modifiant les articles 75 et 77 de la loi organique numéro 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats. Le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d'appel. Le projet de décret portant application de la loi 2017-07 du 6 janvier 2017 portant dispositif d'incitation applicable dans les zones économiques spéciales. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Abdourahmane Sow, ancien ministre, est nommé président du conseil d'administration. Dès lors, le président de la République invite le gouvernement à renforcer la présence des sapeurs-pompiers, le contrôle au niveau des lieux d'embarquement et de débarquement, à veiller au respect des normes de sécurité des pirogues et des voyageurs par l'application stricte de l'obligation du port de gilet de sauvetage, dont la campagne nationale de sensibilisation doit être intensifiée. Le chef de l'État invite enfin le gouvernement à engager l'exécution d'un programme de préservation durable des îles et des villes du patrimoine mondial classé par l'UNESCO. Il lui demande dans ce sens d'accroître les investissements publics au niveau des îles, particulièrement des îles du Saloum et de la Basse-Casamance, qui doivent davantage bénéficier, outre de stratégies de désenclavement adaptées, d'infrastructures sanitaires, scolaires, hydrauliques, socio-collectifs et d'une couverture téléphonique appropriée. Rappelant par ailleurs la place primordiale qu'il accorde à l'autonomisation économique des femmes, le chef de l'État adresse ses chaleureuses félicitations à toutes les femmes du Sénégal à l'occasion de la quinzaine nationale de la femme et engage le gouvernement à amplifier les financements des projets des femmes en tenant compte des indicateurs pertinents de développement humain et des critères d'ajustement favorisant les cibles spécifiques. Dans cette perspective, le chef de l'État demande au Premier ministre d'optimiser les impacts socio-économiques des appuis institutionnels et financiers
publique accordée aux femmes et de préparer dans les meilleurs délais la validation et la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes. Abordant la question préventive des conflits sociaux et la protection des travailleurs, le président de la République félicite à nouveau l'ensemble des travailleurs du Sénégal et leurs représentants syndicaux pour leur engagement patriotique dans la consolidation de la croissance économique et du progrès social. Ainsi, appréciant les cahiers des doléances reçus des centrales syndicales le 1er mai 2017, le chef de l'État exhorte le gouvernement et les employeurs à veiller en permanence à l'amélioration des conditions de travail et du pouvoir d'achat des travailleurs, de même qu'à leur épanouissement social. À ce titre, le président de la République rappelle au gouvernement la nécessité d'entreprendre avec les partenaires sociaux, dans le cadre d'un dialogue social renforcé, l'accélération de la généralisation de la retraite à 60 ans, l'actualisation et la modernisation de la convention collective interprofessionnelle, ainsi que la signature de nouvelles conventions dans certaines branches d'activité professionnelles, telles que la sécurité privée, les transports aériens, l'enseignement privé, la communication et les médias, l'agriculture et la boulangerie. Rappelant l'importance primordiale qu'il accorde à la consolidation de la gouvernance des institutions de prévoyance sociale, le chef de l'État demande au gouvernement de finaliser dans les meilleurs délais le plan d'action consensuel de mise en œuvre des recommandations de la deuxième conférence sociale portant sur la modernisation des régimes de retraite et d'engager la mise en œuvre de l'Office des lacs et cours d'eau OLAC. Et enfin, M. Amadou Bokoum est nommé directeur général de l'Office des lacs et cours d'eau OLAC. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Voilà, merci à vous, Oumar Diaw. Je le disais en titre, drame aux Parcelles Assainies ce matin. Un incendie a fait 5 morts, tous de la même famille. Un adolescent de 17 ans et ses 4 sœurs. Vague d'indignation des populations et élan de solidarité de la part des autorités. Fatimata Banelba. Parcelles Assainies, unité 17. Le quartier s'est réveillé dans la stupeur et la tristesse. Une fratrie de 5 enfants est morte par asphyxie dans un incident tragique. Sur les visages, il n'y a que de la souffrance. L'état des lieux renseigne sur la promiscuité dans laquelle vivaient les victimes. L'origine du drame reste encore floue, mais des témoins racontent. C'est une personne déséquilibrée qui a provoqué l'incendie. Tout est parti de la bougie qu'il avait allumée dans sa chambre. Les enfants sont morts asphyxiés. Les gens spéculent sur la cause de l'incendie, mais ils n'en savent rien. Un élan de solidarité a été noté un peu partout. Beaucoup d'autorités politiques ont tenu à témoigner leur compassion. On est venu au nom du chef de l'État qui nous a extrait du Conseil des ministres pour venir le représenter au nom de la nation. Aujourd'hui, nous sommes là sans le père ni la mère des enfants décédés. Donc je demanderai à ce qu'on nous permette de retourner rendre compte à son Excellence le Président de la République avec l'enveloppe qu'il nous avait remise pour qu'on crée les conditions que toute cette famille se retrouve. Notre présence, c'est d'abord de nous enquérir de la situation, de nous associer aux élans de solidarité et de compassion face aux pertes que cette famille a subies. Le père des victimes étant en prison présentement, les populations plaident pour sa liberté provisoire à défaut d'une relaxe. Leur père est actuellement en prison. La famille demande sa libération provisoire pour qu'il puisse assister à l'enterrement de ses enfants. Les populations alertent aussi sur les bars implantés un peu partout dans les quartiers. Nous demandons le président de la République. Nous réclamons auprès des autorités la fermeture des bars situés à proximité des écoles et des mosquées. Ils constituent une mauvaise influence pour nos enfants.